Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Média Pro, l'émission qui parle de communication, d'écran global et surtout de télévision. Nous allons aborder ce soir un sujet très important qui a occupé la scène médiatique internationale durant plus d'une trentaine d'années, le développement des chaînes arabes internationales dans le monde. Le lancement du groupe saoudien MBC dans le divertissement en 1991, la révolution arabe d'Al Jazeera en 1996 qui a obligé des télévisions occidentales à créer des chaînes d'information en langue arabe. Mais avant cela, le NTV a été la première télévision à installer le débat contradictoire et la couverture d'un pays en guerre en 1991. Pour en débattre, nous avons avec nous une vedette de la télévision algérienne qui a connu toute cette aventure médiatique et audiovisuelle. Avec nous, Kamel Alouani, ancien présentateur de l'ENTV, actuellement travaille sur une chaîne arabe internationale à Londres et qui est notre invité principal. Bienvenue, Kamel. Merci. Bienvenue. Ah, je peux parler en français, en arabe. Mais c'est la première fois que vous vous exprimez ainsi sur une chaîne de télévision en français. En français, oui, mais je m'exprime souvent, mais pas en télévision. Pas en télévision. Merci Kamel d'être avec nous, aussi pour débattre notre chroniqueur et spécialiste en médias, Faisal Mattaoui, journaliste, rédacteur en chef du site 24 heures Algérie, et qui se joint toujours à nous pour parler justement de cette révolution médiatique qui occupe notre espace audiovisuel. Avant de commencer le débat, on va voir les premières images de Kamel Alouani à la télévision. Croyez-moi, ça va décoiffer. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي في عالم يتعاضد فيه الأقوياء على حساب الضعفاء، في عالم لم يعد فيه للانعزال والانزواء أي معنى. المغاربيون هم اليوم أقرب إلى مصائر بعضهم البعض، وقد أنجز قادتهم اتحادا مغاربيا منذ القمة التاريخية بزرالدا، اتحاد أصبح أكثر من قدري في هذا الظرف الدولي الخطير لاختصار المسافات المغاربية. هنا بالعاصمة التونسية فرصة سانحة، هناك خبز على اللوح كما يقول المثل، فرصة ستسمح للقادة المغاربيين الذين يشرعون في قمتهم غدا صباحا بقصر قرطاج بإزالة كل ما علق من أفكار مسبقة وبتنسيق السياسات وبتنسيق التشاور في مواجهة عالم اليوم. Voilà, ces images, ils ont combien d'années? Eh bien, une trentaine d'années ou plus. En 1989, c'était le sommet maghrébin à Tunis. Et j'étais là, j'étais en service militaire à cette époque. Oui, mais... on t'a laissé sortir. On m'a laissé sortir avec le président Chedli Benjdid. Et c'était une occasion pour moi de promouvoir ma carrière. Et c'était pas en direct, c'était, comment dirais-je, un walk, un talk. À l'époque, ça n'existait pas, mais c'était plus qu'un stand-up. Ça a pris du temps, c'est plus qu'une minute, c'est 2 ou 3 minutes comme ça. On a réduit un petit peu. On a réduit un petit peu, mais c'était le sommet et on parlait de cette manière. Apparemment, c'est pas démodé ce que je disais à l'époque, je parlais en quelque sorte de la globalisation de ce monde multilatéral, là où il faut se décider et dessiner son destin. Alors, le mois de mars prochain, 2022, il y aura le sommet arabe à Alger. Est-ce que vous allez couvrir ce sommet? Probablement, oui. Oui, s'il le faut, mais dans quel... 30 ans après. 30 ans après, avec quelle arrière-pensée aussi. Oui. Le monde arabe a changé. A changé en 30 ans, et justement, on va parler sur le plan audiovisuel surtout. Hein. Oui, bien sûr. Faisal, comment tu évalues justement ces 30 ans d'années dans l'audiovisuel arabe? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des télévisions qui ont créé des révolutions, ils ont même provoqué des révolutions. Comment tu analyses en quelques minutes, justement? Oui, effectivement, il y a une révolution, surtout depuis le début des années 90, la guerre d'Irak. Je pense que CNN, la chaîne américaine, a joué, en quelque sorte, a fait réveiller l'importance d'avoir des chaînes d'information continue, d'avoir des correspondants sur place, parce que vous savez que CNN a beaucoup menti.
Maintenant, l'histoire l'a reconnu et l'a prouvé par rapport à ce qui se passait en Irak au début des années 90. Et Kamel, on connaît un bout, puisqu'il était à l'ENTV, la télévision nationale à l'époque, ex-RTA, je pense. Et donc, cette présence des chaînes de ces chaînes de télévision, effectivement, changeait beaucoup de choses, façonnait les opinions, travaillait les opinions. Et évidemment, il y a un peu de manipulation, mais ça a permis aussi au monde arabe de parler au reste du monde, en langue arabe. Et ça, à mon avis, c'est une grande évolution dans la scène médiatique arabe Alors, dans les dernières années. beaucoup de médias ne le savent pas, même la presse algérienne n'en a pas trop parlé. CNN en 91, lors du déclenchement de la guerre en Irak en 91 justement, CNN n'était pas la seule chaîne de télévision sur place. Il y avait le NTV et il y avait un journaliste qui était Ammar Chouaf, qui était sur place et qui a été le seul journaliste étranger arabe à couvrir l'événement. Un petit extrait. خلال حرب الخليج الأولى واسمح لي عمار قبل أن أسألك لنتابع هذه الصور وأعود بك إلى سنوات خلت تفضل. غارات على بغداد والمدن العراقية يتواصل دون انقطاع وهذه المرة ليلا ونهارا. Alors, c'était les rares images de Ammar Chouaf. Il a été invité par notre consoeur Soraya Bouamama pour rappeler que Ammar Chouaf a été le premier journaliste arabe étranger, même je pense le deuxième journaliste étranger après Peter Arnett de CNN, à couvrir le début de la guerre. À cette époque, on ne travaillait pas avec cette arrière-pensée que c'était le monde arabe. On travaillait parce qu'il y avait un fait accompli. Les chaînes françaises débarquaient tous les jours et le spectateur, le téléspectateur algérien était attiré et nous étions dans ce défi, ce challenge de récupérer notre téléspectateur. Et c'est pour ça que quelque part, bien qu'on n'avait pas une stratégie bien déterminée, on était dans les réactions. Et on avait un petit plan pour ne pas dire être avec les chaînes françaises. Ils avaient les moyens, on n'avait pas les moyens que les Français avaient, mais on a envoyé un correspondant de guerre. C'est ça. Comment c'était pas préparé, pas du tout préparé. Ammar Chouaf n'a jamais fait de correspondance de guerre, mais il avait une capacité de dialoguer avec Peter Arnett, qui était à l'hôtel Rachid à Bagdad et qui monopolisait les envois. Il avait sa satellite, son dish, et les relations de Ammar Chouaf avec Peter Arnett ont permis à l'ENTV à l'époque de recevoir des images de son correspondant Ammar Chouaf qui parlait de DCA et de réaction et de défense et d'attaque, etc., etc. Et ça a fait du buzz, ça a fait beaucoup de bruit et on avait notre premier correspondant de guerre à Bagdad à côté de Peter Arnett. Les Américains, leur condition c'était que l'Algérie n'utilisait pas, le NTV n'utilisait pas dans un sens commercial ces images, mais qu'on avait le droit de les diffuser chez nous pour notre téléspectateur. À l'époque, il n'y avait pas cette concurrence qu'on voit maintenant sur les chaînes de télévision satellitaires, cette course à l'image en fait. Attention, il y avait une concurrence. Oui. C'est les chaînes françaises. Oui. Il n'y avait pas de plan, de stratégie algérienne, mais il y avait les journalistes algériens. J'étais parmi ces journalistes qui voulaient à tout prix réagir et récupérer le téléspectateur. D'autres responsables algériens partageaient cette vision, cette intention, cette volonté, mais il n'y avait pas de stratégie, il faut le dire. On était dans la réaction, mais on faisait de belles choses ici et là. Il faut rappeler que le DG de l'époque, c'était Abdou Bey, qui était quand même quelqu'un de très ouvert et très ouvert en fait sur tout ce qui est globalisation. C'est ce qui nous a encouragés à aller au-devant de la scène. C'est-à-dire, on avait un directeur avec une volonté politique de changer, de rentrer dans le pluralisme dedans. Et moi, j'ai essayé d'improviser quelque part. Dans mon JT de 25 minutes ou plus de 30 minutes, je terminais tout le temps pour dire « Shukran lakum ala ikhtiyarikum qanatana ». C'est-à-dire, j'imaginais qu'on était dans un marché et qu'il y avait d'autres concurrents et qu'il fallait remercier notre téléspectateur d'avoir choisi
notre chaîne, c'est-à-dire ne plus le considérer comme un militant, mais comme un téléspectateur, comme un consommateur. Mais il y avait, en 90, pardon, Faisal, il y avait la concurrence des chaînes TF1, la TF1, Les chaînes françaises. Oui, chaînes françaises. Mais la présence de Ammar Chouab, vous l'avez dit, Kamel, par rapport aux correspondants de guerre, nous n'avons pas encore en Algérie su former des correspondants de guerre. La télévision algérienne, bien sûr, il y a sûrement beaucoup d'explications, pas forcément politiques, hein, parfois professionnelles ou autres, qui fait qu'il n'y a eu pas de journalistes algériens lorsqu'il y a eu la deuxième guerre ou la troisième guerre du Golfe. Évidemment, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Soudan et ailleurs, on aurait aimé trouver des journalistes et avoir une école algérienne des correspondants de guerre. Et je me rappelle qu'à l'époque, Ammar Chouab, après lui, Ismaïl Bsah, Allah yarhamou, 15 jours après, il est parti. 15 jours après, Il est parti. ils ont équilibré l'information. Parce qu'on avait dit que, et c'est devenu même un cas d'école, c'est étudié dans les universités aujourd'hui de communication, comment CNN a voulu façonner le monde par rapport à cette guerre à Bagdad. La même technique, malheureusement, a été utilisée par la même CNN 10 ans après, mais bon, il y avait un peu de la concurrence des autres chaînes comme Al Jazeera ou les autres. Mais aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, Peter Arnett fait des conférences dans les universités en parlant justement de sa couverture de la guerre du Golfe. Alors que ce n'est pas du tout un modèle, modèle de communication et d'information. Il obéissait évidemment, CNN n'est pas une chaîne de l'État américain. Toutes les images étaient contrôlées par l'armée américaine. C'était embedded après le terme était utilisé après embarqué. Caméra embarquée. Caméra embarquée. Il orientait et la présence de la télévision algérienne, ça dirait que le temps, on aurait aimé que le NTV ait un correspondant, un bureau à Bagdad. Oui, on n'avait pas l'expérience. Ammar Chouab était le premier, je disais, qu'on s'inscrivait à cette époque dans la défensive, dans les réactions. On n'avait pas de stratégie bien déterminée. Sur le tas, il apprenait sur le tas. Sur le terrain. Sur le terrain, pardon, Kamel, pourquoi le choix de Ammar Chouab? C'était arbitraire. Dans l'arbitraire, c'était l'arbitraire. Un reporter parmi d'autres. Il n'avait pas peur, Mahaf. Il avait peur d'ailleurs. Quand il est revenu en Algérie, il avait beaucoup de mal à s'adapter avec. Il y avait beaucoup de bruit, d'essais, d'explosions. Et puis c'est la guerre. C'est la guerre en fin de compte. Bien qu'il était à l'abri à cet hôtel, le fameux hôtel Al-Rachid. À Bagdad. Mais pour revenir à Peter Arnett, moi je dis le contraire, c'est-à-dire les Américains nous ont influencés via les télévisions françaises. Alors, qu'est-ce que les télévisions françaises ont importé de chez CNN ou chez... La même chose, pratiquement. Non, le journal, ce qu'on appelait à l'époque le journal personnifié, c'est-à-dire là où on dictait pas, on lisait pas quelque chose, on animait les news. Ouais. Et c'est ce modèle que... c'est l'information spectacle. Oui, c'est l'information spectacle. L'infotainment. Apparemment, il faut un journaliste qui a du background. Quand même. Voilà, il faut qu'il y ait un journaliste, un présentateur, un peu de théâtre, un peu de dramatique sur le champ, mais... C'était ça le modèle qui nous a influencé et qui a influencé les Français et plus tard le NTV et moi personnellement. Et j'ai essayé à tout prix de l'appliquer. J'ai réussi quelque part et je sais pas, j'ai échoué. Dans tout ce qui est officiel, il faut pas oublier que le journal du 20h, c'est là où l'État avait communiqué officiellement. Et on a créé cette marge de manœuvre pour animer les news. Je vais vous dire une astuce. C'est-à-dire, moi, je n'animais pas tout ce qui est officiel et national, le gouvernement, l'activité ministérielle, mais j'animais les news internationales. J'avais cette marge de manœuvre, cette liberté de donner mon opinion quelque part, comme ci, comme ça. Moi, j'étais parmi les présentateurs qui écrivaient leur intro, c'est-à-dire je laissais pas les chapeaux, ce qu'on appelait les chapeaux, les intros, et cette marge de manœuvre. Finalement, on a réussi à convaincre les téléspectateurs et aussi les officiels et les responsables, à commencer par Abdoubi, notre directeur. Mais là, quand je parle, Salim, si vous permettez, quand je parle du modèle de communication par rapport à Peter Arnett, c'est par rapport aux faits. Parce que l'information, il y a le côté spectacle,
Les faits historiques et les faits rapportés. Ouais. Parce que ce que rapportait Arnett, en grande partie, n'était pas vrai. C'est parce qu'il était orienté, parce qu'il y avait de la propagande. Et la guerre, c'est aussi de la propagande, la guerre psychologique. Et c'est pour ça que c'est devenu après un modèle. De l'autre côté, pas de côté américain, ils ont fait une bonne chose. C'est pas. Alors, à côté de la couverture de la guerre en Irak, le NTV a marqué en fait l'histoire en créant le premier débat contradictoire entre politiques. C'était au début des années 90 avec l'émission de Morad Chebbin, Liqa ma'a as-Sahafa. Face à la presse. Face à la presse, ouais. Et qui avait à l'époque révolutionné le paysage audiovisuel arabe parce que c'était la première fois que l'opposition était invitée sur un plateau de télévision. Je vous laisse voir cet extrait. Un échange entre le journaliste Houssine Mzali, notre confrère et ami Houssine Mzali, avec le leader à l'époque de l'ex-fils Abbasi Madani. مدني لحظة فقط نقطة الوقت لازم نعطيكم الوقت اسمع يا شيخ فهمني أنا عندي سؤال أخذتم الوقت منذ الاستقلال دعوا هذا اليوم مدني نحن عندنا أسئلة إذا تم الاستمرار إذا تم الاستمرار على هذا الريتم فإنكم لن تتمكنوا من الإجابة إذا اقتنعتم بأنه لا تناقض إلا على سؤالين أو ثلاثة أسئلة ولهذا فإننا نرجو أن تكون الأسئلة مختصرة كما كنا نقول دائما وأن تكون الإجابة مختصرة أيضا حتى نتعرض لمختلف جوانب المشروع السياسي والاقتصادي. أنا عندي سؤال أنا نعرف الشيخ ما يتهربش على الحق يعني تسقسيه بركي لا في مجلة تونسية واسمها حقائق صرح في شهر فبراير الماضي واحد صحافي تونسي جاء حتى الدار هنا واسمه صلاح الدين قريشي وقال هذا داريها اون تيتر قال باللي صرح قال بور نو انا نقراها لك بالفرنسويه بور نو لو بوفوار اي فيني. انا نحب يعني نفهم واش هو هذا السؤال هذا الرد ديالك واش يحب يقول يعني هاو الحكم انتهى يعني مات فهم لنا هكذا توالم الشعب كامل يفهم واش تخمم شيخ. اتفضل. كما تعرفني أعرفك وكما تحترمني أحترمك أكثر وأنت جدير بذلك وسؤالك مهم جدا دال على مهارتك الصحفية وهذا ليس شكرا لك إنما اعترافا بقدرتك الصحفية. Alors, c'était une émission à succès, premier débat contradictoire en politique en Algérie, et suivi dans tout le monde arabe. Et il y a eu aussi entre Saïd Saadi, Abbasi, entre Mehri, Abbasi, etc. C'est des émissions qui ont marqué l'histoire de la télévision algérienne. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'était pas par rapport à la forme de l'émission, c'était par rapport au contenu et des invités, à la qualité des invités. Il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte de pluralisme et que la scène politique était dans l'effervescence et que la présence de certaines personnalités pour parler de la vie politique, de l'avenir de l'Algérie était dans le vital et le téléspectateur algérien voulait écouter à tout prix ces leaders parler directement dans une émission de débat contradictoire. Oui, à l'époque où Rachid Ghannouchi était censuré en Tunisie, tous les islamistes dans le monde arabe, donc c'était l'occasion à l'époque de voir un leader islamiste parler sur une télévision publique. Entre autres parce que c'est venu, Kamel parlait d'effervescence, c'était venu après l'effondrement du mur de Berlin. Tout à fait, oui, 90. Absolument, c'était la fin du bloc socialiste, la fin de la pensée unique, la fin des partis uniques, la fin des journaux uniques. Et l'Algérie était dans ce mouvement, comme beaucoup de pays dans le monde. Et cette émission, effectivement, est marquée de pierre blanche, puisqu'elle a permis... Les Algériens étaient habitués avant 90, avant 89, avant la constitution du 23 février, qui avait mis fin donc, au système de parti unique, instauré le pluralisme, etc., y compris le pluralisme syndical et politique. Donc les Algériens avaient l'habitude d'écouter un seul discours, un discours où il n'y avait pas de débat contradictoire. Effectivement, cette émission a ouvert la voie vers le débat contradictoire réel. Et on se rappelle qu'à l'époque, la presse maghrébine écrivait sur cette émission. Au Maroc, en Tunisie,
on suivait, il paraît qu'on suivait bien cette émission parce que cela n'existait pas dans les pays du voisinage. Vous avez parlé de la Tunisie, idem au Maroc aussi. Idem au Maroc, oui. Même en Égypte. En Égypte, en Libye, l'autre voix n'était pas écoutée. Ça, c'est une émission qui a effectivement... Surtout, c'est une télé publique. Et sur une télévision publique, il y avait beaucoup de courage politique à l'époque pour avoir ce genre d'émission. Et je pense qu'il faut commencer à écrire l'histoire de la télévision algérienne aujourd'hui, c'est-à-dire les spécialistes des médias, les universitaires, parce que j'ai trouvé des écrits éparses. Mais de cette période, parce que c'est une période très importante. Elle a été longuement taxée d'ex-unique, télévision du parti, etc. Mais en réalité, il y avait une ouverture en 90, 89, qui a été arrêtée malheureusement par les violences qui sont venues après. Justement, est-ce que, contexte politique. Moi je pose la question à Kamal, est-ce que tu penses que la décennie noire a stoppé l'élan de la télévision algérienne et même l'ouverture du champ audiovisuel algérien? Bien sûr, c'est évident. L'État a récupéré le 20h pour communiquer des choses plus vitales aux téléspectateurs, au peuple algérien. Ça nous a permis dans le passé d'aller dans cette marge de manœuvre de liberté acquise qui faisait que nous étions dans le confort de parler comme on l'entendait. Heureusement, il n'y avait pas de structuration, il n'y avait pas de stratégie, de contrainte de structuration. C'est ce qui nous a permis de tâtonner des fois, mais de travailler dans la liberté, déjà comme atmosphère, déjà qu'on savait qu'on était libre de dire ce qu'on voulait. Plus tard, c'est une question de conscience professionnelle, de professionnalisme qui faisait qu'il fallait structurer, diriger, encadrer cette marge de manœuvre de liberté qui nous a permis d'avoir le succès, un succès fou chez les téléspectateurs algériens. Et ça faisait preuve qu'on était bel et bien dans une époque de pluralisme politique. Et ce qui a fait ce stéréotype, il a fabriqué ce stéréotype positif de l'Algérie qui est entré plein dedans dans le pluralisme politique et la démocratie. Vous avez parlé de décennie noire, il faut dire que c'était un peu très sensible aussi de gérer l'information, y compris le 20h, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait que les radios, la télévision. Et 20h, c'était la messe. C'était un peu la messe. Très suivi. Mais à l'époque, il y avait des groupes armés qui tuaient des Algériens, qui tuaient des civils, qui pouvaient utiliser aussi les médias à travers la manipulation. Et vous avez travaillé dans la presse écrite, Salim, moi-même dans la presse écrite, et on faisait très attention aux images diffusées qu'on était de la télévision. Donc c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, ce mouvement d'ouverture a été arrêté pour des considérations de sécurité, de politique. Évidemment, maintenant, il s'agit aussi à mon avis, de capitaliser cet héritage, parce que c'est un héritage dont nous sommes fiers, après tout. Cet héritage d'ouverture, de débats contradictoires à la télévision, pour se relancer et parler au monde à travers nos voix et à travers toutes les voix pluralistes qui existent en Algérie. Bien sûr, on peut récupérer cette atmosphère pluraliste, reprendre les réflexes et aller dans la même déontologie. Mais moi, je pense que la liberté doit être structurée de nos jours. Oui. Structurée, disciplinée, plutôt le mot discipliné. Alors, Kamal, la décennie noire... Dans le bon sens, bien sûr. La décennie noire a un petit peu frappé de plein fouet la télévision algérienne. Beaucoup de journalistes ont été assassinés. Malheureusement. Ismaël Yefsah en fait partie parmi les premières victimes. Cette décennie noire a un petit peu poussé des dizaines de journalistes algériens à fuir l'Algérie et aller vers d'autres cieux, notamment sur les nouvelles chaînes arabes. Et l'une des premières chaînes qui a été lancée juste après justement cette révolution, un petit peu mini-révolution sur le NTV en 91, c'était le groupe NBC, le groupe saoudien, qui a lancé une chaîne de télévision à partir de Londres, et beaucoup de journalistes algériens, Benhoum Hafida, la présentatrice, il y avait également Fatima Benhouhou, la journaliste algérienne, et d'autres journalistes du monde arabe qui ont intégré cette chaîne NBC et qui ont créé un nouveau pôle audiovisuel. Nous allons voir un extrait de la visite du roi Salman à Londres en 98 pour justement visiter les locaux de NBC qui étaient en 98 déjà très bien installés dans le monde arabe et surtout à Londres. مشاهدنا مختلف، نحن مشاهدنا مش السي ان مش البي بي سي، عناوين الاخبار بعدين بيكون رئيس تحرير قال له d'une vidéo
qui a été partagé, qui a circulé dans les chaînes arabes sur la visite du roi saoudien et qui a justement vu un petit peu son investissement dans une chaîne qui, alors qu'il a des chaînes publiques à Riyad, plusieurs chaînes de télévision publiques, il a choisi de créer un groupe audiovisuel, disons-le privé, à Londres, avec une vision pan-arabe. Ouais. Parlez-moi justement de cette vision saoudienne de l'audiovisuel au début des années 90. C'est-à-dire, il y avait une stratégie pour la première fois. Il y avait une stratégie, c'était oui. très intelligent de récupérer un petit peu le téléspectateur arabe oui. à travers des programmes qui réunissent toutes les nationalités. Il y avait les Maghrébins, il y avait des gens du Mashraq, il y avait des gens un petit peu de la péninsule arabique, etc. Donc toutes les nationalités étaient représentées. Bien sûr. Effectivement, récupérer ce téléspectateur arabe, non pas via les news, mais via le divertissement. C'est-à-dire les programmes. Ils avaient quand même les news, il y avait une dose de news. Il y avait une dose de news. Une dose de news. Il y avait 2 ou 3 journaux toute la journée. Le reste, c'était des programmes. Voilà. On a vu, il y a une des vedettes qu'on a vu dans ce reportage, c'était la Libanaise Nicole Tanouri, qui est passée en vedette à chaque fois avec Fatima Ben Houro. Priorité de cette chaîne, c'était l'esthétique, le côté forme. Voilà. Rafia, c'est-à-dire c'est une chaîne luxurieuse, les animateurs étaient bien vêtus, ils étaient dans le confort, ça se voyait à l'écran. Est-ce qu'ils ont copié le modèle américain? Oui, quelque part, oui. Ils sont en train tout le temps à copier ce modèle américain de chaînes comme Fox News ou comme d'autres CBC. Fox News est venu après, bien après. Mais ce qu'on peut remarquer pour l'histoire, c'était une chaîne qui s'automatisait. L'automatisation des newsrooms, des salles de rédaction, c'était parmi les premières au monde arabe. NBC introduisait l'informatique, l'organisation automatique. On l'a vu dans le reportage. Oui. On l'a vu. Ouais. Et c'était ça le côté qu'on n'avait pas. Le hic, en Algérie, avec notre bonne volonté 1990, ce qui nous manquait, c'est le côté logistique, côté forme. Et il y avait le côté subjectif qui est très très poussé chez nous. Le journaliste était ambitieux, il voulait parler, il voulait s'exprimer, il avait des capacités, des qualités. Et là, pour la première fois, un produit télévisuel est partagé entre les deux, entre l'effort de l'animateur presque à 50% pour la première fois, dans le temps c'était 70-80%, tout à fait. Et les effets spéciaux, la forme, qui est à 50 jusqu'à 60. Maintenant, on est dans le 80. L'animateur n'est plus animateur, il est présentateur, il lit. Mais c'était le début, l'automatisation, l'esthétique, la forme, et ça faisait le grand succès de cette chaîne saoudienne. Salim, si vous permettez, Kamal aussi, c'était aussi une politique, parce que l'Arabie Saoudite voulait se placer évidemment à Londres, parce qu'on a choisi Londres, c'est pas par hasard, c'est là où il y a la BBC, qui est l'une des anciennes radios de télévision. Il y avait aussi les journaux qui ont commencé avant les télévisions, comme Sharq al-Awsat, etc. C'est un peu le modèle presse écrite qui a été copié sur la télévision. Parce qu'il faut dire que depuis septembre 91, c'était le lancement de NBC, qui a pris un peu le nom anglo-saxon, Middle East Broadcasting Corporation, comme CNN ou comme BBC, qui a effectivement introduit le divertissement, introduit le drama déjà à l'époque. Plus tard. Non, déjà à l'époque, elle diffusait des dramas, la NBC, mais après, bon, ils ont créé des canaux spéciaux, des chaînes spécialisées pour le drama, NBC Drama, etc. Oui. Et depuis 91, NBC a créé 18 chaînes de télévision. 18 chaînes, c'est énorme. Ils sont divers, tout à fait. Et ils ont même NBC Persia pour l'Iran, NBC Irak, NBC Masr, Bollywood, Action, etc. Irak, et également radio, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et récemment, Shahid, qui est le Netflix la plateforme de séries, de films, et des radios. NBC a déjà 9 radios. Donc en tout, ça fait presque une trentaine de canaux. Ça veut dire que voilà, il y a un groupe qui a une vision de futur, sur 30 ans, 40 ans, en créant ces chaînes, évidemment, en essayant d'influencer l'opinion arabe, en essayant de former, si vous voulez, des opinions. Oui. Il y a le groupe Rotana qui est venu après, il est saoudien également, mais je pense qu'il n'a pas eu la même présence, le même succès que NBC. NBC qui a aussi
La publicité, c'est le média arabe qui a le plus de réclames dans le monde arabe, oui, parmi les plus importants au monde. Oui. Parce que le budget qui est consacré à la publicité est très très important, ce qui peut-être explique le que succès du média. Vous avez bien vu le reportage qu'on a vu actuellement. C'est en 98, et il y avait avec le roi, le prince héritier, Ben Salman, Oui. et qui avait à l'époque 13 ans. Donc, D'où l'importance. Plus tard, le MBS avait accordé justement aux médias une importance capitale. Oui. Il a même fait effectuer des changements dans la structure, dans la direction de NBC. Parce que ceux qui font de l'analyse du soft power, si vous voulez, tout à fait. pensaient que les médias ou la télévision vont perdre un peu du public avec le temps, avec l'internet, avec le petit écran, avec les micro-ordinateurs. On voit que les médias, les télévisions sont tout aussi importantes aujourd'hui en 2021, peut-être en 2022. Les chaînes de télévision ont un rôle important, uniquement, bien sûr divertissement, bien sûr culturel, scientifique et maintenant politique, et je pense que Ben Salman en Arabie Saoudite et dans tous les pays du Golfe, il y a cette vision de l'importance des médias qui sont internationalisés. Je pense que NBC va lancer même NBC International, c'est un canal international qui va parler en anglais. Ça, c'est le développement le plus récent. C'est-à-dire, mais au début, il faut faire la remarque que les Saoudiens ont voulu une chaîne luxurieuse qui compte sur la forme, sur le prestige, pour corriger une image. Une image négative de l'Arabie Saoudite, qui voulait dire que l'Arabie Saoudite faisait la promotion du terrorisme, de l'extrémisme, et les Saoudiens ont essayé de cette manière de modérer l'image de l'Arabie Saoudite au monde arabe, en partant dans ce choix de divertissement, de programmes luxurieux, de formes, de vedettariat, etc., qui faisait le succès de NBC. Plus tard, les Saoudiens ont développé avec une arrière-pensée commerciale d'autres chaînes, NBC 1 et 2 et 3 et 4. Et il faut dire qu'à partir de 2001, NBC a quitté Londres pour s'installer à Dubaï, et parce que elle a été dirigée par Tim Royden qui avait une autre stratégie en fait. La stratégie, ils ont ramené des gens qui avaient une stratégie commerciale. Le commercial, c'était ça la primauté. Ce qui a captivé, pardon, quand même, parce que NBC, qui était seul à l'époque, dans les années 90 jusqu'au début 2000, leur dernière chaîne a été lancée en 2019, NBC Masr. Et l'Irak. Parce qu'il y a aussi un public très important en Irak. Actuellement, est dirigé par Ali Jaber, qui est un petit peu porté sur le divertissement et surtout la production arabe, etc. Absolument. Et donc NBC n'a pas fait dans l'information. Vous avez vu, ils n'ont pas du tout fait dans l'information. Mais ils ont essayé. Avec l'Arabia, et puis Al Hadath. Al-Hadath, parce qu'au début, c'était comme Kamal. Mais l'Arabia, c'était pour répondre à Al Jazeera, en fait. Oui, parce que l'Arabia est venue en 2003, je pense. Oui, c'est ça. Al Jazeera, c'était en 1996. Donc il y a une bataille médiatique qui est naturelle. Je pense qu'elle est même normale. Et c'est normal que des États qui ont des moyens peuvent constituer des chaînes et des groupes. C'est un modèle de réussite, NBC, au-delà de ce qu'on peut dire. Parce que c'est un groupe qui est parmi les plus puissants actuellement au monde à travers l'audience, parce que leur audience est importante, et également avec le marché publicitaire. Alors, justement, avant de passer aux concurrents de l'Arabia et de NBC. Je voulais dire un petit mot, c'est-à-dire les Saoudiens, ils ne comptaient pas trop sur les news via NBC, mais ils ont essayé plus tard de cette expérience avec la BBC Arabic Service. Ils ont essayé de sponsoriser la BBC Arabic Service, mais ils ont échoué quelque part avec un personnel qu'ils contrôlaient, qu'ils connaissaient très très bien. Mais ce qui les a stoppés, c'est la charte de la BBC, qui est très rigoureuse, qui faisait que elle permettait pas à un outsider de venir contrôler l'information avec un personnel, avec l'étiquette, le shi'ar de la BBC. Et finalement, ça a échoué en 1996, juste avant le début de Jazeera. Justement, on fait une petite pause et après, on va raconter justement l'histoire de la récupération de ce pôle de la BBC par les Qataris au 1er novembre 1996.
Voilà, tu as bien fait, Kamal, de me tendre la perche parce que je parlais de récupération et Faisal n'était pas d'accord. J'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait un groupe de journalistes arabes. Ils ont récupéré partiellement, pas tout. Hein. Je pense tout. Parce que MBC reste toujours Non, présent. pas MBC, mais ils avaient récupéré le groupe de journalistes arabes qui sont partis à Londres pour une formation avec la BBC, parmi eux, avec Khadija Ben Ghenna Ben Qadraya, les Algériens. Il y avait d'autres, Faisal Qassem, il y avait d'autres vedettes justement de la télévision arabe. Ils étaient syriens, égyptiens et même libanais qui ont été récupérés par l'émir du Qatar à l'époque, Thani, qui a fait un coup d'État à son père et qui a créé un média justement pour expliquer pourquoi il a fait ce coup d'État. Et Al Jazeera se vantait à l'époque, au début d'Al Jazeera, se vantait de récupérer un personnel bien formé à la BBC. À la BBC. La chaîne modèle, les techniciens, le modèle du monde arabe, le modèle du Proche-Orient, c'est-à-dire la BBC et sa formation, sa neutralité, son objectivisme, sa rigueur, etc., etc. On se vantait pour dire, regardez, nous avons ce personnel, il travaille pour nous, pour cette chaîne Al Jazeera. Quand elle s'est lancée, elle s'est lancée dans le pluralisme pour dire, nous sommes une chaîne qui vend l'objectivisme, la neutralité, le pluralisme, etc., etc. C'était ça l'agenda. Oui. Mais Smahli Kamal, juste pour préciser que en fait, les Qataris ont osé là où les Saoudiens ont hésité, c'est-à-dire installer un débat contradictoire dans l'information. L'information, parce que Jazeera, elle a explosé avec, entre guillemets, évidemment, avec l'audience, je parle de l'audience, à travers la guerre de l'Afghanistan, parce que c'était une chaîne avec la guerre du Golfe, après la guerre de l'Afghanistan, et après la guerre l'Afghanistan, et puis l'Irak, à partir de l'Irak, et puis les bombardements israéliens du Sud-Liban, de Gaza, etc. C'était la chaîne qui était présente. Elle a marqué sa puissance, elle a même gêné aussi dans le monde arabe. Tout à fait. De la manière où il y avait une certaine liberté. On introduisait, vous l'avez dit Kamal, l'idée des deux opinions. Débat contradictoire. Les émissions de Faisal Qassem, vous les avez citées, Tijah al-Mu'akis, etc. Étaient des émissions très très suivies. Parce que déjà, donc Al Jazeera est venu presque 10 ans plus, presque 15 ans après le NTB. Donc oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai ouvert avec ça. Le NTB, donc Al Jazeera a introduit cette idée. Ça a obligé un peu l'Arabie Saoudite à créer plus tard, 6 ans après, au début de la guerre de la deuxième guerre ou la troisième guerre d'Irak, en Irak, Al-Arabiya, pour essayer de contrecarrer, en essayant si vous voulez, de copier les mêmes techniques. Mais l'handicap du décideur saoudien, c'était que l'Arabie Saoudite, culturellement parlant et politiquement parlant, avait beaucoup de contraintes, de tabous qui faisaient qu'on ne pouvait pas s'aventurer plus qu'on l'a fait dans les news, dans le traitement de l'actualité internationale, en particulier l'actualité qui concerne le monde arabe. Par rapport à ça, les gens de Qatar, avec Al Jazeera, ont essayé de dire nous allons entamer le débat contradictoire et le pluralisme. Mais apparemment, malheureusement, il n'y avait pas que deux camps dans un débat contradictoire, il y a plusieurs camps. Mais Al Jazeera faisait dans le sélectif et faisait qu'il n'y avait autour d'une table, comme dans le programme Al-Tijah al-Mu'akis, il y avait deux interlocuteurs contradictoires, oui, mais bien choisis, bien sélectionnés, bien programmés voilà. Ça, si vous voulez, c'est la ligne éditoriale, évidemment. Quand on dit l'autre point de vue, il y a toujours une volonté d'orienter Al Jazeera à s'intéresser à des pays arabes et pas à d'autres. Al Jazeera n'évoquait pas la situation au Qatar, ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel. Exactement. Comme si ce pays n'existait pas pour elle. Elle évoque, peut-être c'est un choix de départ. On parle de tout sauf du Qatar, mais c'est un choix éditorial. Dans des périodes historiques, on a vu que Al Jazeera s'est intéressé à beaucoup de pays, en oubliant d'autres. Et là, à ce moment-là, on peut se poser des questions sur l'objectivité aussi de la chaîne. Les Qatariotes, les gens d'Al Jazeera, les décideurs d'Al Jazeera s'inscrivaient bel et bien dans cette théorie américaine qui disait qu'il faut être objectivement
subjectif. Ouais. C'était ça, la ligne éditoriale. Mais ils ont caché un agenda qui concernait cibler quelques pays arabes. Parmi ces pays arabes, c'était l'Algérie. L'Algérie, à cette époque, elle était dans la dessinée noire. Et on a voulu, via Al Jazeera, faire avancer une version des faits que beaucoup de gens en Algérie contestaient. Justement, pour mieux comprendre la stratégie d'Al Jazeera, je vous laisse justement voir cette promo qui ne tourne pas essentiellement sur les réseaux sociaux ni sur YouTube et qui un petit peu résume la stratégie audiovisuelle et éditoriale d'Al Jazeera. ديكتاتور مهما تبدل زيه وألقابه وزعيم ديمقراطي في نظر أنصاره. قد يسمونها أعمال شغب وقد تكون حرية تعبير إرهابيون في نظر البعض وآخرون يرونهم ثوارا. الضحايا والدمار والخراب عند البعض قد توصف حربا على الإرهاب وآخرون يؤمنون بأنها جريمة ضد الإنسانية. لكل منا معتقداته وشعائره. ولكل فكره وقضيته ورأيه وضميره. لكن يظل الإنسان هو الرسالة. Voilà, cette vidéo résume un petit peu cette devise d'Al Jazeera qui est Ar-Ra'i wal-Ra'i al-Akhar. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui Al Jazeera comme un instrument médiatique qui a révolutionné, en même temps qui a créé et provoqué des révolutions? Pour moi, personnellement, côté forme, oui, ils ont réussi. Logistiquement, ils étaient forts. Mais pour leur agenda de neutralité, je pense que cette neutralité était mal intentionnée. C'est-à-dire jouer le neutre pour dire ces gens-là considéraient ça comme terrorisme et les autres ne le considéraient pas. Il y avait une évidence. Il y avait une évidence. Il y avait du terrorisme chez nous en Algérie qu'Al Jazeera traitait d'une autre manière pour dire, pour poser aussi les questions qui fâchent les Algériens aussi. C'est cette question qui tue qui fait quoi, et remettre en cause que bel et bien il y avait du terrorisme en Algérie qui s'attaquait à la population algérienne. Il n'y avait pas de guerre civile. Le mot guerre civile, le concept guerre civile faisait la promotion d'Al Jazeera. Cette neutralité reflétait aussi le même comportement de certaines organisations internationales comme Amnesty International qui ramenaient les deux camps, la victime et le terroriste, sur le même plan pour dire plus tard c'est des interlocuteurs, et à partir de là on commençait à découvrir le vrai visage d'Al Jazeera. C'est une chaîne, oui, elle faisait des news, mais dans l'état d'esprit de la vente concomitante, un peu de news et beaucoup d'idéologie et d'orientation. Et ça s'est consacré plus tard dans les couvertures d'Al Jazeera concernant par exemple la crise syrienne, etc. etc. Kamel, si vous permettez, vous avez parlé de neutralité. Al Jazeera a ce qu'on peut appeler la neutralité tactique.
Ça veut dire que donc elle a posé donc la manière le vidéo de promotion qu'on a vu, il utilise les techniques cinématographiques pour essayer de parler aux sentiments, l'émotion, susciter l'émotion. Bon, allez, regardez comment nous sommes. Nous regardons le mot d'en haut, parce que même les sémantiques, les mots utilisés. Et il comptait aussi sur la naïveté du téléspectateur, la naïveté politique du téléspectateur. Qui se nourrissait aussi pendant longtemps de pensée unique aussi, parce qu'il faut le dire dans la région arabe. Donc nous on peut dire terroriste, on dit derrière les mots est-ce que mutamarrid, est-ce que muqawim, est-ce que terroriste, ça dépend donc des lignes éditoriales. Et je pense, à mon avis, Salim, c'est que Al Jazeera est passé par plusieurs âges. Elle avait l'âge, le premier âge, c'était une chaîne qui bénéficiait du monde arabe, moderne. Elle faisait la une du Time. Oui, du Time. Elle gênait même les chaînes européennes. Elle a obligé les États européens à créer des canaux en arabe. On va en parler justement. Il faut le dire. Mais après, avec le temps, il y a eu des choix éditoriaux, des choix politiques. Par exemple, comment Al Jazeera traite les mouvements Ikhwan, musulmans, qui sont considérés comme une organisation terroriste en Égypte, qui ne le sont pas par rapport à Al Jazeera, et qui leur a toujours ouvert l'antenne, généralement à tous les mouvements islamistes, y compris les talibans, parce que c'est pratiquement la seule chaîne arabe où elle est la bienvenue chez les talibans, qui sont actuellement, évidemment, ce qui se passe en Afghanistan. Donc c'est des choix politiques. Et à un moment donné, Al Jazeera, à mon avis, s'est mis sur un axe politique très clair. C'était l'axe Doha, Ankara, qui était contre l'axe Riyad, le Caire, les autres qui sont contre les mouvements islamistes, ikhwanistes, etc. Donc c'était des choix, et ce qui fait que maintenant Al Jazeera n'est plus vue de la même manière qu'au début. Et il y avait aussi, elle est même devenue une partie de certains conflits dans la région arabe. Il y avait aussi cette idéologie qui gérait le tout, plus que la ligne éditoriale d'Al Jazeera, c'était comment dirais-je, al-fawd al-khallaqa, de Condoleezza Rice, c'est-à-dire l'anarchie créative, et qui faisait qu'Al Jazeera était plus qu'une chaîne de télévision qui faisait une couverture, qui ramenait du factuel aux téléspectateurs, mais qui faisait de grands pas. Elle était très introduite dans le conflit syrien. Les caméras d'Al Jazeera installées ici et là dans les banlieues de Damas et dans les villes syriennes, même au Caire. Les caméras étaient place Tahrir sur les balcons. Justement, la transition est bien lancée. Faisal, moi je me pose la question, l'Arabie Saoudite, le Qatar, des pays, disons, qui ne sont pas habitués ni au cinéma ni à la télévision et qui ont créé des médias lourds et qui sont devenus des networks très très importants. Pourquoi l'Égypte n'a pas justement été le premier pays arabe à lancer une chaîne de ce genre, une chaîne internationale, une chaîne, alors que l'Égypte à l'époque dominait le monde arabe avec ses mousselsalat, ses films. Elle a un petit peu délaissé une arme médiatique importante qui est la télévision et surtout l'information. Il faut dire que l'Égypte, depuis l'école de Hassanin Heikel, a été formatée, formatée propagande. Et pour se débarrasser de tout cet héritage, il fallait du temps. C'est-à-dire aussi, la vie politique en Égypte n'évoluait pas avec un rythme qui faisait que l'Égypte allait se doter de pluralisme audiovisuel. C'est ce qui a retardé les Égyptiens jusqu'à présent. Il y a beaucoup de chaînes publiques. Il y a beaucoup de chaînes publiques. Et il y a aussi le gouvernement égyptien, les gouvernements égyptiens qui n'ont jamais lâché. Il y a la fameuse phrase de Moubarak qui disait en fait. Tous mes problèmes viennent من هذه علبة الكبريت. Il parlait de Jazeera. Mais Salim, l'Égypte a compris, je pense que depuis longtemps, depuis les années 30. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas créé une. Non, une chaîne, je pense qu'elle pense que c'est pas important parce que le soft power égyptien. Même, excuse-moi, même par exemple le cinéma et le sport, ils ont été écartés puisque les Qataris ont pris le football.
les Saoudiens ont pris les films, ils diffusent sur Rotana et ART. Oui, mais ils n'ont pas la même puissance de l'industrie cinématographique égyptienne. Ils n'ont pas le moyen financier. Non, je parle de l'héritage cinématographique égyptien. Justement, ils ont acheté tous les films égyptiens. Oui, mais c'est une affaire, je pense qu'elle est en justice. Non, elle n'est pas en justice parce qu'ils ont vendu les droits. Ils ont vendu les droits, ils se sont rendus compte après de l'erreur. Ils sont fait, voilà, exactement. On est en train de parler des films qui sont au niveau de la télévision égyptienne achetés par Rotana, je pense. Rotana, tout à fait. Groupe Rotana, classique, etc. Mais je pense que l'Égypte compte sur son héritage historique d'un pays qui se voulait à la tête, la locomotive du monde arabe, du monde sunnite, pour utiliser les expressions à la mode. Et elle a son soft power par rapport à la littérature, parce que l'Égypte a une littérature qui n'est pas celle des pays du Golfe, il faut le dire. Tout à fait. C'est des pays qui sont venus après, la même chose pour le théâtre, la même chose pour le cinéma, la même chose pour les arts visuels en général. Donc ce soft power, l'Égypte, je pense qu'il est suffisamment présent dans le monde arabe pour ne pas peut-être recourir aux médias. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes publiques, comme elle l'a dit, notamment le groupe Nil News, le groupe Nil, le groupe CBC. Il y a des chaînes privées aussi comme El Hayat, etc., qui travaillent beaucoup sur le divertissement, sur le culturel, sur la musique, etc., qui négligent un peu le côté politique. Mais à mon avis, l'Égypte va arriver à un niveau, à un stade où elle sera obligé d'avoir sa propre canal d'information continue, sa propre chaîne internationale au Caire ou ailleurs. Et ça, c'est une vision d'un État qui aura peur d'être dépassé, parce que les chaînes de télévision telles que utilisées actuellement dans les pays du Golfe, avec des groupes comme NBC ou Al Jazeera, qui a aussi son canal en anglais, Al Jazeera English, Al Jazeera diffuse aussi en langue africaine, on l'oublie souvent, le Swahili, le Hausa, etc., dans la région africaine, c'est aussi du même en Perse. Oui, en Perse, c'est du soft power. Et donc, même l'Iran répond aussi de l'autre côté en créant sa propre chaîne, comme Press TV, etc. Donc, l'Égypte va se rendre compte de la nécessité d'avoir aussi une présence. Ce n'est pas trop tard? Non, ce n'est pas trop tard. Parce qu'il y a des gens qui traînent aussi des casseroles. Alors juste pour aller dans la transition, aujourd'hui, Al Jazeera a obligé certains pays occidentaux à créer des versions arabes de leurs chaînes internationales. Ouais. La première, c'est les États-Unis, ils ont créé le Hurra. Oui. Et après, il y a eu France 24 arabique, BBC arabique, Russia Today arabique, et également même TRT, les Turcs ont créé leur version. Deutsche Welle allemande. Les Allemands sont venus très en retard. On va voir ce sujet réalisé par Mélissa et on revient sur le débat. Au fil des ans, les chaînes satellitaires transnationales se sont avérées importantes en termes de pouvoir et d'influence, y compris les médias arabes, notamment celles spécialisées dans la politique, tant à l'intérieur qu'à l'échelle régionale. Le mois de novembre 1996 a connu le lancement de la chaîne qatari Al Jazeera, devenue par la suite l'une des entreprises médiatiques les plus influentes de la région, et un organe qui a réussi à briser le monopole des médias occidentaux sur la couverture des informations internationales. Une initiative qui a attiré de nombreux gouvernements et ministères des Affaires étrangères, locaux et occidentaux, en certains de la considérer comme chaîne de télévision ou un organisme semi-officiel du pays. En pleine guerre en Irak, Al Arabiya a été lancé en 2003, afin de concurrencer et rivaliser Al Jazeera, un média qui a cherché à gagner le leadership médiatique dans le monde arabe. Les chaînes arabes ont contribué à changer les conditions du fonctionnement des politiques étrangères des États et à mobiliser l'opinion publique. Face à ce nouveau paysage médiatique arabe, l'Occident aspirait à avoir de l'espace dans cette nouvelle conjoncture en créant ses propres chaînes arabophones, à l'image de l'américaine Al-Hurra, France 24, Russia Today et BBC arabique. Des médias qui tentent de se positionner comme une alternative véhiculant des discours occidentaux aux peuples des pays émergents avec leur propre langue. Une stratégie présentant la démocratie du modèle occidental comme un modèle à suivre. Des médias dont l'existence s'inscrit dans une stratégie de diplomatie publique mise en œuvre par différents États, en quête d'une plus grande influence et de clarté sur la scène internationale. Voilà, comme j'ai dit, Al Jazeera a poussé certains pays occidentaux, les pays arabes, à créer leur propre chaîne en langue arabe, en version arabe, et même elle a obligé les Israéliens avec I24 à créer sa version arabe, qui actuellement critique l'Algérie
sur les thèmes, sa relation avec le Maroc. Si vous permettez, Kamel, je pense que l'une des raisons qui ont conduit, c'est vrai que la BBC arabique, pour le service arabe radio, c'est un ancien service, il existe depuis 50 ans, pour la radio. Oui, pour la radio, oui. La Deutsche Welle en allemand, parce que même la Deutsche Welle a lancé aussi son canal arabophone. On parle de télévision. De télévision, évidemment. La Deutsche Welle était à l'origine radio. Mais l'une des raisons, à mon avis, c'est c'est la couverture de Jazeera par rapport à Israël, au bombardement israélien. Parce que le Jazeera donnait des informations, montrait des images que les autres chaînes ne montraient pas, donnait des informations que les autres chaînes ne donnaient pas. Et donc, les Occidentaux ont compris... Chacun voulait prendre absolument, montrer sa version. Maîtriser aussi le contenu, maîtriser l'influence. Le Hurra, c'est une chaîne, on sait qu'elle a été lancée à un moment donné... lors de la guerre du Golfe, la guerre en Irak. Sur proposition du département d'État qui a compris... Tout à fait, qui a financé le département américain, qui a financé le Hurra. Parce qu'à l'époque, il y avait sorte américain, Voice of America. Pour le monde arabe et également une autre chaîne qui est orientée vers l'Iran. Et ils ont compris la nécessité de parler avec le monde arabe dans sa langue. Vous savez que l'ancien président français Nicolas Sarkozy en 2007, il ne voulait pas de France 24 en arabe. Il disait que la France doit parler en français. Il a été rappelé à l'ordre par le ministère des Affaires étrangères français. Il lui dit non, on doit parler aux autres. Mais il y avait une nécessité. Il faut, en dehors de l'influence d'Al Jazeera sur cette décision de créer des services arabophones dans certains pays européens, aux États-Unis ici. Il y a aussi, ces pays-là avaient une politique arabe. Oui. Et ils devaient parler à leurs interlocuteurs. Non, ils avaient une politique extérieure sur le monde arabe. Bien sûr. Mais c'est une nécessité. Il fallait parler au peuple arabe dans leur langue directement. Surtout France 24 et notamment, je pense. Mais c'était pas uniquement par rapport à ce que faisait Al Jazeera. Non, mais c'était un canal important pour montrer sa vraie version de la politique extérieure du pays. Oui, absolument. Parce que Mélissa, dans ce sujet, parlait de la diplomatie al-Oumoumiyya. C'est vrai, c'est un terme très important. Public diplomacy a été très développé aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, c'était en 2001 déjà, c'était 10 ans après la guerre du Golfe. Ils ont compris que les États-Unis ont compris qu'il faut parler parce qu'il y a d'autres canaux, parce qu'ils diffusent dans les langues africaines, dans les langues asiatiques, etc., pour expliquer. À un moment donné, un stratège de communication au département d'État disait il faudrait qu'on comprenne et qui s'est traduit plus tard en social media, c'est-à-dire cette diplomatie populaire, populaire, c'est le mot. On choisit, on a ce choix entre populaire et public qui faisait que c'était le parallèle de la diplomatie. C'est sur continuité. Parce que le responsable de la communication du département d'État qui fait appel à des spin doctors, à des gens qui sont spécialisés dans la communication, Why the world hate us? Pourquoi le monde nous déteste? Il parlait du monde arabe. Et c'est pour ça qu'on a renforcé. Ils ont été les premiers à créer un média en arabe. Et vite fait, ils avaient la réponse, c'est-à-dire ce qui faisait que le monde nous détestait, c'est parce qu'on s'adresse uniquement, exclusivement, et on parle à nos partenaires officiels, c'est-à-dire avec les gouvernements. Il fallait qu'on commence à parler avec les peuples. Les peuples avec leur langue. Et c'était pas politiquement correct. Et vous avez compris que et c'était pas politiquement correct. Depuis un certain temps, pour parler des États-Unis, les ambassadeurs qui sont envoyés dans les États parlent la langue du pays. Vous avez remarqué comment l'ambassade américaine à Alger travaille en nom arabe d'Elja. C'est même pas le langue arabe classique. Ça veut dire qu'ils ont compris que pour se rapprocher des populations, il faut parler effectivement de leur langue, utiliser le support médiatique, utiliser les réseaux sociaux. Tous les moyens sont mobilisés au service de la diplomatie publique pour se rapprocher des populations. Et quand on exagère avec cette tendance qui fait qu'on veut parler directement à une population extérieure qui est dans un état et d'oublier quelque part de parler aux officiels de ce pays, ça faisait beaucoup de sensibilité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des malentendus qui s'accumulent entre les États-Unis, par exemple, et d'autres pays, comme dans le monde arabe. Oui, alors, mais là, si vous permettez, Salim, deux phrases seulement. Quelques secondes. Parce qu'on a tendance à parler beaucoup de l'Occident, de l'Europe. Même la Chine a lancé son canal en arabe, le CGTN, en arabe. Oui, il existe déjà. Le Japon, il existe. Le Japon est en train de travailler pour lancer... Un ashka en arabe, il existe. Oui. Et également la Corée du Sud. Vous voyez que c'est devenu mondial. Tout le monde a compris que pour le monde arabe, parce que
On a compris qu'avec le temps, la langue arabe va devenir importante, elle va devenir deuxième ou troisième au monde, et donc il faut préparer le terrain pour les prochaines générations, en diffusant, parce que les chaînes chinoises diffusent la culture chinoise à longueur de journée. Alors, excuse-moi Faisal, juste pour relancer un petit peu le débat, l'Algérie n'est pas en reste, puisque on vient de lancer Al 24 News le 1er novembre, et vous étiez là présent justement pour... Enfin, tu n'étais pas encore présent, mais tu étais virtuellement présent. Avec le cœur. Voilà. Avec le cœur, oui. Avec le cœur. On montre un petit peu les images justement du lancement de Al 24 News. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment de lancer une chaîne internationale en Algérie? Et c'est la première chaîne internationale dans le Maghreb aussi. L'information continue. Oui, on est un petit peu en retard. Il fallait le lancer il y a longtemps. J'ai dit, est-ce que c'est le bon moment? C'est le bon moment, oui. Bon, il faut se doter d'une chaîne qui explique l'agenda algérien, la situation en Algérie, le stéréotype algérien. Il y a beaucoup à boire, à manger dans cette chaîne. Et dans les langues, dans l'anglais, dans le français et dans l'arabe, chacun... on a des destinations qui diffèrent. Le monde arabe n'est pas l'Occident, n'est pas la France. On a des dossiers litigieux avec la France, la mémoire. Tout à fait. Avec les États-Unis, par exemple, le monde anglo-saxon veut qu'on lui parle dans sa langue. Oui. Et il comprend mal ou comment on peut lui parler dans une langue locale ou une langue intermédiaire comme le français. Oui. C'est-à-dire il faut parler aux Américains avec leurs stéréotypes, avec leurs... exemple, sensibilité, pour qu'ils comprennent une fois pour toutes. Nous aussi, on a besoin de changer les stéréotypes négatifs qui se sont accumulés sur l'Algérie. On a besoin aussi d'épuiser notre culture, mais je pense que pour répondre à la question de Salim, oui, évidemment que c'était le bon moment. Je suis d'accord avec Kamal par rapport au retard. Vous-même, moi et Salim, oui, on en a parlé depuis des années de la nécessité de lancer une chaîne de télévision forte et puissante, parce que nous avons besoin d'une chaîne qui parle de l'Algérie, pas forcément en Algérie, mais qui diffuse, vous l'avez dit, notre vision. Qui soit présente à l'extérieur. À l'extérieur de notre vision du monde. Nous devons parler au monde avec notre propre sensibilité, ne pas reprendre ce que disent les autres de nous, ou réagir, parce qu'on a été souvent dans la réactivité, on réagit toujours, on fait des mises au point, on répond. Alors que maintenant, il s'agit aussi d'agir et essayer d'influencer, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Bien sûr. On doit influencer. Une chaîne doit être influente, un petit peu dans la région, pas seulement en Algérie. Absolument. Oui. Nous avons une région qui est très vaste et qui est actuellement ciblée par tout le monde, c'est l'Afrique. Au-delà de la zone arabe, de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, qui est ciblée. Alors, la chaîne Al News, j'espère qu'elle va se développer davantage. On n'a que 28 jours. Hein. Oui, évidemment. on va pas vous faire le procès maintenant, mais c'est une chaîne. On reviendra d'ici une année. Inch'Allah, qui doit donc renforcer sa présence à travers des correspondants dans la région africaine. Mais on a besoin, comme je l'ai dit dans un entretien, le premier entretien, je pense que j'ai accordé à la presse nationale, j'ai dit qu'on doit mixer entre l'ancienne génération des journalistes qui ont travaillé dans les chaînes internationales et la nouvelle génération qui est en train de commencer dans le parcours audiovisuel. Nous avons eu le plaisir justement d'accueillir Kamal Alouani qui nous a fait le plaisir de faire une masterclass ici à Al 24 News. Il a rencontré un petit peu les présentateurs de nos 3 JT, arabes, français et anglais. Il leur a un petit peu donner quelques conseils. On écoute un petit peu, comme ça, off, le cours du maître Kamal Alouani. هذا اللي أنا راح نحاول إذا كان مشات الأمور أنه نحسنوه لأنه المشاهد مش راح يستقنع بواش قاعدين تقولوا إلا إذا كان فرضتوا عليه الكاريزما ديالكم. بالنسبة للقسم الإنجليزي الملاحظات ديسيبليني البودي لانجويج اوسي فو ديسيبليني ما تكثرش بزاف ولكن انا نقول باللي الريهرس تعاودوها كل يوم تعملوها ولو ابلون اقعدوا معاها ومشيو امشي واحكي مع الكاميرا وقتاش تدخل وتريح اكسيتيرا اكسيتيرا يفوك تبان اليز اون ديريكت تتعلموا ثاني تادلبوا كما يقولوا المشارقه انه الا راح لطوكيو اذا كان تو ميتريز لو دوسيي ادلب ارجع للفاكتوال اللي ديجا مديته فين انا نبيعوا في اخبار ونبيعوا الخط الافتتاحي ديالنا اي سا فونكسيون هذه هي مجموعه الملاحظات كتجمع عندكم اسئله سميوها
مش المونونجلي شفتها ديجا شفتها تعيدي مره ولا زوج الاولاد دري يمشي لقدام انا نقول لك لا يقولها له باش يفهم باش يبعلو je reviens هاي باش بحضور الاستاذ سالم. Voilà, c'était une masterclass. Hein, Kamal, tu as eu le plaisir de rencontrer la nouvelle génération de présentateurs de Al24 News, bien sûr sur les 3 langues. Aujourd'hui, quel impact tu penses qu'elle aura cette chaîne pour l'avenir sur la région d'abord et plus tard sur le monde arabe? Elle aura son impact sur le stéréotype qui tourne autour de notre pays. Il nous manque un stéréotype positif. On doit le bâtir, l'accumuler, le saisir. Et plus tard, on aura cette capacité à influencer les autres. On va sortir de la défensive et passer à l'offensive. À l'offensive, et l'argumentation historique, politique, culturelle est en notre faveur depuis le temps des temps. C'est-à-dire maintenant, il faut juste faire sortir et insister à présenter cette argumentation qui fait que notre pays est un grand pays de décision dans l'Afrique du Nord occidentale, et on a notre mot à dire ici et là, d'une manière cohérente et objective. Donc l'Algérie n'est pas une nouvelle nation qui a été créée par la venue des Français, vous le savez. C'est un pays qui a un héritage historique qui vient de... Tu vas pas de main morte. Hein? Oui, et qui existe depuis des siècles. Nous avons un héritage, comme elle a raison. Nous avons une force historique, nous avons une présence culturelle aussi, nous avons une diversité linguistique. Et tout ça fait notre force. Et je pense que Al24 avec Salim, avec toute l'équipe de jeunes qui travaillent ici, sera relevé, parce qu'il s'agit d'un défi aussi à relever dans un monde très concurrentiel. Hein. Et on va le démontrer, c'est-à-dire, par exemple, j'insiste sur ce point, l'histoire de l'État, la pérennité de l'État. Il faut cibler. Nous avons une histoire d'État dans le XVIIe, dans le XVIe siècle. Bien avant, et oui, il y avait des consuls. Oui. Macron a oublié que avant l'invasion, le président français, avant l'invasion française, il y avait un consul français. Il y avait un consul américain, britannique. Donc l'État algérien était bien là. Et bien, cette information qui me tient à cœur tout le temps. J'habite la Grande-Bretagne. Quand j'ai su que le premier consul britannique a signé à Alger, son nom c'était Jean Tipton, c'était en 1585, assigné par Élisabeth Première, et sous la pression des commerçants, des businessmen britanniques qui voulaient des relations commerciales et plus que commerciales, politiques avec le royaume d'Alger. C'était ça. Voilà. Merci Kamal pour vraiment ta présence et surtout pour toutes les informations que tu nous as révélées ce soir, surtout sur le NTV. Faisal toujours présent. Avant de quitter justement cette émission, je voudrais présenter pour la première fois quelques livres. Justement, un livre sur Al Jazeera écrit par Hugh Mills qui est très intéressant pour comprendre justement le monde d'Al Jazeera. Un livre également sur la révolution de l'information dans le monde arabe par Yves González Quijano, Les Arabes parlent aux Arabes, et surtout un livre pour comprendre la télévision algérienne, la télévision française au Maghreb, structure, stratégie et enjeux de Belkacem Mustafawi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mediapro, toujours avec un sujet d'actualité sur le monde des médias et de la télévision. Bonsoir.